Je vais faire une brève présentation pour les gens qui n'ont pas nécessairement vu votre profil encore. Puis ensuite de ça, je vais vous céder la parole. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir Maître Michèle Lafontaine avec nous aujourd'hui. Elle a eu son diplôme en droit notarial à l'Université d'Ottawa, puis elle a ensuite obtenu sa maîtrise en droit civil avec une spécialisation en vente sous contrôle de justice. Puis elle s'est jointe à PME Internotaire en 1994 pour développer le droit de l'entreprise. Donc, à ce titre, elle assure le suivi juridique d'un nombre important d'entreprises de l'Outaouais. Elle agit également à titre de conseillère juridique lors des financements commerciaux et de transactions comportant des incidences fiscales telles que les gels successoraux, cristallisation ou transfert d'entreprise. Maître Lafontaine a également été professeure à l'Université d'Ottawa en droit de l'entreprise et en droit du cyberespace et elle est impliquée depuis plusieurs années dans la communauté et siège actuellement sur nombreux conseils d'administration. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, puis je vous cède la parole pour une présentation fort intéressante. Alors, ce que je prévoyais faire, en fait, c'est un petit peu vous expliquer mon parcours, mais vous expliquer surtout quel genre de pratique on a comme notaire en droit des affaires, et puis vous expliquer qu'est-ce qui moi m'a mené à ça, mais aussi vous parler de mes associés, parce qu'on est quand même, dans notre groupe de droit des affaires, on est quand même 6-7 notaires qui sommes spécialisés en droit des affaires dans notre équipe. Puis, on a des profils différents. Alors, j'aimerais ça peut-être vous en parler pour vous donner une idée de la variété. J'ai trouvé ça intéressant quand on m'a invité à cette conférence-là dans la comparaison avec ce qui se fait dans les cabinets d'avocats, entre autres, ou dans les grands cabinets, parce que effectivement, comme notaire, on a une très belle pratique en droit des affaires. Et ce que je réalisais en préparant la conférence d'aujourd'hui, c'est que je pense que ce qu'on ne fait pas assez souvent, c'est de définir, en fait, c'est quoi la pratique en droit des affaires? Parce que on a un petit peu comme, tu sais, quand on arrive à la faculté de droit, puis qu'on est jeune et tout ça, puis on a l'idée des plaideurs qu'on a vu à la télé ou qu'on a vu dans les films, ben il y a un petit peu ce même mythe-là, je trouve, en droit des affaires. Puis c'est dommage parce que c'est la même comparaison, en fait, de la même façon que tous ceux qui sortent de la faculté de droit ne deviennent pas des plaideurs, ben tous ceux qui font du droit des affaires ne font pas du droit des affaires pour Bombardier et autres compagnies publiques. Donc, quand je parle de définir la notion de droit des affaires, ben évidemment qu'il y a tout un pan de la pratique juridique qui s'adresse et qui peut s'adresser, puis c'est là où la pratique des grands cabinets montréalais ou torontois ou new-yorkais vont s'adresser aux sociétés publiques. Alors, ça, c'est une pratique en soi. Donc, quelqu'un qui pratique en droit des affaires, qui s'adresse aux sociétés publiques, c'est un type de droit des affaires, un type de clientèle qui est complètement différent du type de clientèle quand on s'adresse aux PME. Et ce qui est intéressant au Québec, c'est que la majorité de notre économie, la plus grande partie de notre économie est basée sur les PME. Donc, il y a énormément d'opportunités d'affaires et de développement dans toutes les régions. Oui, à Montréal, mais aussi dans toutes les régions du Québec, parce que l'économie dans la plupart des régions est très active et il y a différents types d'entreprises. Donc, quand je parle de qualifier la pratique en droit des affaires, bien, comme notaire, nous, on a axé notre pratique sur les PME et non pas sur les grandes sociétés. Donc, est-ce que j'ai des clients qui sont inscrits à la bourse? Non, je n'en ai pas. Est-ce que je voudrais en avoir? Non, je ne voudrais pas en avoir. Et c'est pas parce que c'est bien ou que c'est mal, c'est que c'est un autre type de pratique. C'est comme si je pratiquais le droit criminel ou le droit civil. C'est vraiment des choses complètement différentes. Les besoins des clients sont complètement différents aussi dans les deux cas. Donc, notre pratique comme notaire, nous, est surtout en droit, notre pratique en droit des affaires est dirigée vers les PME. Et là, je vais parler pour notre cabinet ici à Gatineau, mais je peux parler aussi pour l'ensemble des études de notaires qui font partie de notre regroupement PME Internotaire. On a 30 quelques bureaux répartis un petit peu partout au Québec et ce regroupement-là a été basé
au départ en partie sur la pratique en droit des affaires. Donc, dans les années 80, il y a des notaires un peu visionnaires qui étaient sur la Côte-Nord qui ont établi un service qu'ils ont appelé leur service PME et qui, à la base, servait à rendre aux entreprises un service annuel de mise à jour de leur livre de minutes. Alors, tu sais, la base des obligations, garder les résolutions annuelles, les rapports qui devaient être faits à chaque année. Et de ça a mené tout le développement de la pratique en droit des affaires pour les notaires et il nous a positionnés comme des conseillers pour les PME. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que parce qu'on est notaire, premièrement, les entreprises et donc les personnes avec qui ces entreprises-là vont transiger ne nous voient pas comme une menace. On n'est pas l'avocat de l'entreprise, on est le notaire de l'entreprise. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore fait de choix de carrière, ben, comme notaire, on est formé. Évidemment, on a la même formation que les avocats, vous le savez, c'est les 3 mêmes années. La 4e année est une année un petit peu différente parce qu'on ne voit pas de procédure, mais on est formé à la base pour faire des ententes. Alors que ce soit des ententes au niveau de l'immobilier résidentiel comme c'est passé la pratique traditionnelle des notaires ou que ce soit au niveau du droit des affaires, on est formé pour faire des ententes. Donc, lorsqu'on va conseiller nos clients, on va toujours avoir en tête comment est-ce que je peux faire pour aider mon client à arriver à son objectif de faire une entente avec son co-contractant. Et donc, quand on agit dans un dossier, souvent, on va être le seul conseiller juridique parce que l'acheteur de l'entreprise ou le vendeur de l'entreprise ou le partenaire va nous voir comme notaire, donc dans notre capacité d'agir à titre impartial. Ça fait qu'on va beaucoup changer de chapeau au fil du temps parce que ça va arriver parfois qu'on va agir comme conseiller juridique spécifiquement pour notre client et ça va aussi arriver où notre client va nous autoriser à agir comme notaire de façon impartiale pour notre client habituel et le co-contractant. Donc, ça fait en sorte que ça nous permet d'aider les clients à faire des transactions sans qu'il y ait trop d'électricité statique. Alors ça, évidemment, ça s'adresse aux PME, mais quand je parle de PME, ben, je parle, oui, de ce qu'on appelle en bon français le mom and pop shop, là, avec les gens qui ont une entreprise qui sont les employés principaux puis qui ont 1 ou 2 autres employés. Oui, il y a de ça dans notre pratique, mais on a aussi des clients qui ont 200, 300, 500, 800 employés. C'est aussi considéré comme, ils sont aussi considérés comme des PME, puis ils ont des besoins qu'on est capable de rencontrer parce qu'ils n'ont pas les obligations des sociétés publiques. Et là, je pourrais même faire une division dans le type d'entreprise parce que la pratique auprès des très, très petites entreprises et la pratique au sein des moyennes PME, si je peux le dire comme ça, ben, elle est aussi différente. Alors, les plus petites entreprises vont parfois nous prendre comme notaire, oui, comme conseiller, mais aussi pour mon associé John parle de back office, donc on est souvent aussi une manière pour eux, comme un sounding board pour être capable de les aider à prendre des décisions. On va les prendre par la main quand ils ont des demandes de permis, des choses qu'ils n'ont pas la capacité de faire à l'interne. Alors que quand on va agir pour des plus grandes entreprises qui ont à l'interne un département de ressources humaines, un département de finances et tout ça, ils vont être beaucoup plus autonomes dans le quotidien puis dans l'administratif. Et là, notre rôle de notaire va être un peu plus au niveau conseil. Et pourquoi je disais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est que la pratique en droit des affaires va aussi être très liée à la personnalité du conseiller juridique et à la personnalité du client. Alors, nous, ce qu'on a constaté au fil des années, c'est que on est, comme je vous disais tout à l'heure, on est 7 notaires là, maintenant dans notre équipe, mais plus particulièrement, on est 3 qui sont responsables, 3 associés qui sont responsables du développement des affaires et donc du service à la clientèle. Et on s'aperçoit que nos clients sont complètement différents. Mon associé John Lapierre et moi, on a le même âge, on n'est pas devenus notaires en même temps. Et quand moi, je suis arrivée au départ, là, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis arrivée en 94, j'étais très jeune.
j'avais 22 ans, j'ai commencé le département. Et donc, quand John s'est joint à nous 6 ou 7 ans plus tard, j'étais encore jeune, je n'avais pas encore fini de développer ma pratique. J'ai eu une petite insécurité à ce moment-là à me dire, bien là, il va arriver dans mes pattes, est-ce qu'il va me voler des clients? Puis, tu sais, oui, on travaille dans la même équipe, mais dans un cabinet privé, on a des objectifs de facturation, on a de l'ambition, on veut devenir associé et tout ça. J'ai eu un moment où je me suis posé la question, est-ce qu'à deux, on va être trop? Et ce que j'ai constaté au fil des années, c'est qu'en 25 ans, on s'est à peu près pas pilé sur les orteils parce qu'on a des personnalités complètement différentes. Et donc, ce que ça fait en droit des affaires, c'est qu'on attire des clients complètement différents. Alors, le type de client qui va venir vers moi pour les conseils et tout ça, ben vont trouver que John est trop hands-on, puis qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, puis qui donne des conseils sur des choses que le client ne veut pas savoir. Alors qu'à l'inverse, quand j'ai eu à servir des clients de John parce qu'il était en vacances ou peu importe, ben moi, je trouvais donc que ces clients, il fallait que je les prenne par la main, puis remplir un formulaire, ben ça ne me tentait pas. Donc, c'est juste pour vous démontrer qu'il y a différentes façons, selon votre personnalité, pour ceux qui voudront faire du droit des affaires, il y a différentes façons de le faire. Et là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que on a une troisième associée qui s'est jointe à nous l'année dernière, qui est au début de la trentaine, et elle a aussi une personnalité complètement différente. Donc, elle va aller attirer une clientèle encore différente. Alors, pour un milieu, disons, comme Gatineau, qui, tu sais, où est-ce qu'on a à peu près 300 quelques mille de population, on est capable de faire vivre plusieurs notaires en droit des affaires sans se plier sur les pieds, puis on a encore de la place au développement. Tu sais, je pourrais vous dire, si on faisait un sondage, puis je vous disais combien d'entre vous est prêt à venir pratiquer en droit des affaires chez nous, j'ai de la place pour engager des gens dans les prochaines années. Tu sais, dans les prochaines années, on est capable d'avoir des nouveaux associés, puis on ne se tirera pas sur les orteils non plus parce qu'on va attirer de la clientèle qu'on n'attire pas présentement à cause des personnalités différentes. Alors, il y a de la place, comme notaire, à développer un type de clientèle selon qu'est-ce qui sont nos intérêts et selon à qui on veut s'adresser, puis comment on veut le faire. Alors moi, j'ai un profil un petit peu plus conseillère. J'ai souvent mes clients qui m'ont dit, quand on sort de ton bureau, on a l'impression de sortir de chez le psychologue parce que j'ai une écoute particulière qui fait que les clients vont me dire des choses. Il y a un de mes clients de longue date qui m'a dit à un moment donné, ben tu sais des choses que même ma conjointe ne sait pas, c'est un peu bizarre. Mais c'est normal parce qu'on établit un lien de confiance au fil des années. Alors que mon associé John a moins de ça avec ses clients. Pas du tout, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mal, parce que lui va être un petit peu plus dans l'action avec ses clients, va être un petit peu plus dans le transactionnel. Moi, je vais être un peu plus dans le conseil. Alors, ça fait que ça nous donne une variété de profils. Et donc, pour être capable de faire ça, puis pour être capable, il y a une question avant d'aller, j'en ai sur d'autres choses, donc Chanel, je vais vous laisser la parole. Oui, mais je me demandais, quand vous parlez que vous êtes plus sur le conseil, est-ce que c'est quand même, ça demeure toujours dans la sphère de conseil pour des achats de propriétés ou de terrain, ou quel autre type de mandat vous pourriez faire qui est peut-être moins axé seulement notariat, mais plus justement conseil juridique puis droit des affaires? Une bonne question. Je vais aller là avant d'aller ailleurs. Je pense que j'aurais dû préciser dès le départ, quand je qualifiais le droit des affaires, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on agit au niveau transactionnel, mais on agit aussi au niveau de la structure. Alors moi, dans ma pratique quotidienne, ben, je fais des incorporations de compagnies, je fais des conventions d'actionnaires, je fais des réorganisations corporatives. Donc, on travaille avec des fiscalistes. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir de fiscalistes à l'interne parce qu'on travaille avec plusieurs bureaux comptables qui ont des équipes de fiscalité. Et donc, on travaille en collaboration avec eux pour mettre en place leur planification, la planification fiscale. Alors, on va mettre en place des fiducies familiales, on va mettre en place des fiducies de protection d'actifs pour nos clients. On va les aider, on va faire des ventes d'actions, on va faire du financement, du financement pour leur fonds de roulement. On va travailler avec la BDC Investissement Québec pour
pour financer leur projet. Donc, la portion transactionnelle, achat-vente d'immeubles ou d'entreprises, c'est une très petite partie de ma pratique à moi, en tout cas. Donc, quand je vous parlais de la différence entre mes associés, mon associé John a une plus grosse pratique au niveau transactionnel et plus petite au niveau de corporative, alors que moi, j'ai une plus grande pratique au niveau corporatif, là, réorganisation, incorporation, fusion et tout ça, et plus petite au niveau transactionnel, tout simplement parce que nos clients sont différents. Est-ce que ça répond à votre question, Chanel? Oui, c'est super intéressant. Donc, vous faites pratiquement tout ce qu'un avocat en droit des affaires, ou en tout cas une large partie. En fait, on fait la même chose, c'est exactement la même pratique. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne représente pas notre client devant le tribunal. Alors, si on a des clients qui ont un litige à un certain moment, bien là, on doit les référer à un avocat pour le litige. Mais je vous dirais, ça va faire 27 ans que je suis notaire, puis en 27 ans, ça se compte sur les doigts de probablement une main ou deux, si je suis large, là, le nombre de clients qui ont eu besoin d'avoir recours à un avocat plaideur pour leurs besoins, parce qu'il n'y a pas tant de... Oui, il y en a des litiges en droit commercial, mais quand on agit comme conseiller, il n'y a pas tant de ces besoins-là. Donc, notre pratique, elle est exactement celle qu'un avocat ferait en droit des affaires, un avocat qui ne voudrait pas aller au tribunal. Donc, c'est exactement la même chose. Puis, en fait, notre réalité à Gatineau, c'est exactement ça. Nos concurrents là, dans le développement de nos affaires, bien, ce ne sont pas les autres notaires ou très peu les autres notaires, mais beaucoup plus les cabinets d'avocats. Alors, les gens qu'on a croisés au fil des années, chez qui on est allé chercher des clients ou chez qui certains de nos clients sont partis à certains moments pour toutes sortes de raisons, c'était des avocats ou quand on fait des transactions, souvent, même si on est notaire et qu'en principe, on a la capacité de faire une transaction au nom des deux parties de manière impartiale, en droit des affaires, on va voir plus souvent qu'on va agir avec notre chapeau de conseiller juridique et que l'autre partie va être représentée par son avocat. Souvent, ça va être un avocat qu'on va avoir de l'autre côté. Parfois un autre notaire, mais dans l'Outaouais, très peu d'autres notaires. Là, on a quand même une part importante du marché, mais il y a quelques-uns d'autres notaires qui font ce genre de pratique-là. Donc, c'est exactement la même pratique. Oui, il y a une autre question. Abby, je vous laisse. Oui, bonjour, Maître Lafontaine. Vous avez dit que vous avez des clients, des entreprises qui sont attirées vers vous et l'autre avec Maître Lapierre. De quelle façon vous faites votre développement d'affaires chez PME, surtout dans le côté corpo? C'est fait de façon différente et multiple. C'est-à-dire qu'il y a un premier développement d'affaires qui est fait tout simplement à l'interne parce que on est ici chez PME Notaire à Gatineau, on est une trentaine de notaires. Donc, l'ensemble de nos notaires vont générer du travail et comme on est spécialisé, de la même façon que moi, si j'ai un client qui achète une maison, c'est pas moi qui va faire la transaction, je vais le référer à un collègue qui fait du droit immobilier résidentiel. Mais ce même collègue-là, s'il a un client qui a une opportunité d'affaires ou un client contracteur, dans l'Outaouais, c'est une réalité aussi. Plusieurs de nos clients d'affaires sont des gens dans le milieu de la construction. Alors, nos associés qui font de l'immobilier résidentiel vont nous référer ces clients-là pour leurs besoins d'affaires. Alors, une grande partie de notre développement se fait à l'interne pour servir les clients de la firme. Ça, c'est une façon. Une autre façon, on va être impliqué beaucoup dans la communauté. Alors, évidemment, au début de notre pratique, on va essayer de s'impliquer un peu partout dans les activités de chambres de commerce, de groupes d'affaires. Il y a différents groupes d'affaires qui ont différents noms, mais des réseaux de développement, des petits groupes de gens d'affaires qui se réunissent une fois par semaine ou une fois par 2 semaines pour échanger sur des pratiques d'affaires. On va faire partie de ce genre de groupe-là. On va aussi s'impliquer beaucoup dans des conseils d'administration caritatifs. Alors, moi, j'ai été impliquée longtemps à la Fondation Santé Gatineau, qui est la fondation des centres hospitaliers là, du CISO.
Je suis impliquée présentement dans la campagne de financement de l'Université du Québec en Outaouais. Je suis au conseil d'administration de Vision Multisport Outaouais qui construit le nouvel amphithéâtre, amphithéâtre de 4 glaces là, à Gatineau. Là, si vous lisez le journal, ça a fait les manchettes à quelques reprises dans les dernières années. Alors, en s'impliquant dans la communauté, on finit par connaître plusieurs personnes. Et une des sources vraiment importantes dans le milieu des affaires, et ça, je pense que c'est probablement universel quand on parle à nos collègues des autres bureaux PME Inter à travers le Québec, il y a beaucoup de bouche à oreille parce qu'un client d'affaires satisfait va le dire à ses amis parce que les gens d'affaires, en général, vont avoir un cercle d'amis au sein de la communauté d'affaires, vont parler de ce genre de choses-là. Le bon côté, c'est que quand on fait du bon travail, ça va se savoir. Le mauvais côté, c'est que le jour où on se trompe dans un dossier, ça aussi, ça va se savoir. Alors, il faut évidemment être avec de hauts standards. On n'a pas une grosse marge de manœuvre à l'erreur en droit des affaires. C'est une pratique où les clients sont exigeants, puis les clients sont intelligents. On ne peut pas leur dire n'importe quoi, puis c'est pas une question de signe là, puis on t'explique rien, ils veulent comprendre. Nos clients ont une capacité de réflexion. Donc, le bouche à oreille est une excellente façon de faire du développement d'affaires, mais ça prend évidemment une base, le bouche à oreille quand tu as 3 clients, ça peut être un petit peu plus long avant de développer la base de clientèle. Ceci dit, si je vais plus vers la comparaison dans la pratique notariale, si on parle, mettons, entre avocat et notaire, c'est la même chose. Si je fais une comparaison entre une pratique de notaire plus traditionnelle, en droit immobilier, puis une pratique en droit des affaires, le notaire qui va faire une pratique plus traditionnelle en droit immobilier va avoir à entretenir un réseau de contacts qui s'adresse plus aux intermédiaires, donc plus aux courtiers immobiliers, aux courtiers hypothécaires, aux gens qui ont la capacité de référer sur une base régulière, parce que les gens vont acheter une maison une fois aux 5 ans, aux 10 ans. Oui, ils vont peut-être acheter des immeubles à revenus, mais sur une base de volume, ça ne fait pas une clientèle. Alors qu'en droit des affaires, à partir du moment où on a une base de clients d'une certaine grosseur, ces clients-là vont avoir continuellement des besoins. Alors, on ne sait jamais à chaque année lequel de nos clients va avoir une grosse transaction, mais on sait qu'on va en avoir. Alors, quand on planifie, disons, nos budgets de facturation à chaque année, ben ça va être difficile de savoir où vont être les honoraires, mais on sait qu'on va en avoir d'une année à l'autre parce que notre base de clientèle fait que les entreprises sont en mouvement. Je vois qu'il y a une question de Mathias Guérard. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, vu que votre pratique elle est en Gatineau, est-ce que vous faites régulièrement affaire ou ça arrive que vous fassiez affaire avec des PME qui sont à Ottawa aussi ou que vos clients vous-même ils doivent faire affaire à Ottawa? Oui, c'est intéressant. C'est une question intéressante, encore une fois, qui touche, qu'on soit notaire ou qu'on soit avocat, la conséquence est la même. Donc oui, à Gatineau, on a plusieurs clients qui font des choses à Ottawa. Il y a des entreprises d'Ottawa qui viennent s'implanter à Gatineau aussi, c'est une réalité. Alors, ce qui est un peu particulier, et c'est là où ça nous prend un réseau de contacts intéressant à Ottawa, c'est que quand un de nos clients fait des affaires à Ottawa, on ne peut pas agir pour ce client-là. Par contre, si ce que le client est en train de faire, c'est une activité corporative quelconque, comme acheter des actions de compagnie, si c'est une société fédérale puis que le client achète des actions, que la société soit basée à Ottawa ou à Gatineau, on peut faire la transaction. Par contre, si notre client achète une succursale à Ottawa ou dans l'Est ontarien ou achète un immeuble, à ce moment-là, on doit travailler en collaboration ou on le réfère à un avocat ontarien pour les besoins ontariens. Par contre, à l'inverse, ces mêmes avocats-là avec qui on travaille, quand ils ont des clients qui ont des besoins du côté du Québec, ils font appel à nous pour, par exemple, l'immatriculation au registre des entreprises du Québec, l'obtention des numéros
de TPS-TVQ, l'achat dans des entreprises ou même dans leurs besoins personnels. Alors, un entrepreneur d'Ottawa, une autre réalité qu'on a dans l'Outaouais, c'est que, disons, quelqu'un qui a une entreprise à Ottawa, ben, va avoir un chalet souvent du côté du Québec. Donc, va avoir certains besoins à ce niveau-là. Fait que oui, on a travaillé avec la clientèle d'Ottawa. Super, merci beaucoup. Donc, comment, sur quoi je voulais vous amener aussi, c'est comment on fait pour devenir un professionnel en droit des affaires. Tu sais, je me souviens quand j'étais à l'université, c'est toujours une grande question. On va dans nos cours, on essaie de cibler qu'est-ce qui nous intéresse, mais on ne le sait pas vraiment parce que ce qui nous intéresse dans le contenu d'un cours et ce qui va être la réalité sur le plancher des vaches, c'est souvent deux choses différentes. Puis je pense que je suis un bon exemple de ça parce que quand j'étais à l'université, j'étais une bonne étudiante. Les cours que j'aimais, c'était beaucoup des cours en droit civil. En 4e année de notariat, j'ai gagné le prix en droit des successions. Je n'ai jamais fait une succession de ma vie de notaire. Alors, ça n'a rien à voir. Et ce qu'on réalise quand on arrive dans la pratique, c'est que c'est, bon, une question d'opportunité et de timing. Ça, c'est toujours important. Mais deux, c'est aussi une question de type de personnalité et de type de clientèle. Et l'exemple que je vais vous donner là-dessus, ben, moi, en droit des affaires, quand j'étais à l'université, en droit des affaires, c'était pas ma meilleure note. Puis quand j'allais dans ce cours-là, je trouvais ça intéressant, mais vous m'auriez posé la question quand j'étais à l'université, comment je ferais ma pratique. J'aurais pas pu prédire que je ferais une pratique en droit des affaires parce que je savais pas tant que ça qu'est-ce que c'était dans la réalité. Pourquoi j'ai fait une pratique en droit des affaires, c'est que quand je suis devenue notaire en 1994, c'était une année de récession majeure et dans l'Outaouais, particulièrement parce que c'était dans les années où le gouvernement fédéral avait décidé de prendre des mesures drastiques pour réduire la dette du pays. Alors, ils avaient mis à pied un nombre incroyable d'employés. Ce qui avait fait dans l'Outaouais, l'économie de l'Outaouais est beaucoup basée sur le fait qu'il y a une grande partie des travailleurs qui sont fonctionnaires fédéraux. Alors, ce qui avait causé beaucoup de chômage. Donc, les entrepreneurs ne vendaient plus de terrain, ne développaient plus de terrain. Il y avait pratiquement pas de travail pour les notaires dans le domaine traditionnel. Alors, pour vous donner une idée, moi, j'étais une des premières de ma classe, puis j'avais envoyé 33 CV en Outaouais et je n'avais eu aucun retour d'appel, aucune offre d'emploi à ce moment-là, sauf une personne qui m'avait offert un espace dans son bureau pour développer ma clientèle. Jusqu'à ce que j'amène mon CV chez PME Internotaire, qui ne s'appelait pas à ce moment-là PME Internotaire, mais c'était la même firme, parce que j'avais une amie qui faisait son stage ici. Et le notaire qui m'avait reçu, très gentil, il a été mon associé plus tard et tout ça, on s'entend encore très bien, il est retraité maintenant. Il m'avait dit textuellement, si tu te demandes, est-ce que tu as fait une bonne entrevue? La réponse, c'est oui. Il y avait une fille de mon âge qui était en droit, donc il y avait comme un petit lien. Tu te demandes, tu as fait une bonne entrevue? Oui. Si on avait du travail, est-ce qu'on t'engagerait? Oui, probablement, mais on n'a pas de travail. Donc, puisque ton père n'est pas concessionnaire automobile ici à Gatineau ou n'a pas d'entreprise à Gatineau parce que je n'étais pas originaire de Gatineau et qu'il n'est pas non plus ministre des Transports, on est vraiment désolé. Rappelle-nous pas. Si jamais il y a une opportunité qui se présente, on te rappellera à ce moment-là. Alors, vous pouvez penser que je suis retournée dans ma chambre en résidence en pleurant, puis en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et 3 semaines plus tard, j'ai eu un appel de ce même notaire-là qui m'a dit, finalement, je viens d'apprendre qu'une de nos notaires est enceinte et donc on va devoir la remplacer parce que c'est elle qui est en charge de la petite équipe de droit corporatif au bureau. À ce moment-là, pour vous donner une idée, là, dans notre service de mise à jour de livres de minutes, il y avait 75 livres de minutes. Maintenant, on en a 1800. Là. Fait que ça vous donne une idée, c'était très embryonnaire. Et personne d'autre dans l'étude ne voulait prendre ce champ de pratique-là. Alors, il m'a dit, regarde, on te donne un contrat de 6 mois parce qu'à ce moment-là, les congés de maternité, c'était un congé de 6 mois. Il me dit, on te donne un contrat de 6 mois, puis tu as 6 mois pour faire ce que tu as à faire. Donc, j'ai travaillé évidemment très fort pendant 6 mois-là. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que
en fait, c'était pas planifié, c'était pas, j'avais pas de, quand j'étais à l'université, j'avais pas de plan de carrière, c'était pas fixé, puis j'avais pas fait de réflexion énorme sur est-ce que je veux travailler avec la clientèle des entrepreneurs. Par contre, une fois que j'ai eu cette opportunité-là, je me suis mis à réfléchir quand j'ai rencontré un petit peu plus ce monde-là, puis j'ai réalisé que là où on va avoir du succès, c'est là où on va connecter avec les humains. Donc, moi, j'ai réalisé que de par ma personnalité, de par mon historique familial, j'étais beaucoup en contact. Mon père avait une quincaillerie quand j'étais jeune. J'ai travaillé à la quincaillerie. J'étais en contact avec le milieu des affaires et avec la mentalité des entrepreneurs, de toujours être en train de penser à qu'est-ce qui va être mon prochain projet, comment je vais payer mes employés, comment je vais développer des affaires. Alors, le fait que j'avais ça en moi, ça m'a beaucoup aidé dans le développement de ma pratique en droit des affaires. À l'inverse, mon associée Isabelle Pelletier, qui maintenant est en charge de notre équipe de droit des successions, elle, dans sa tête, son plan de carrière, c'était de faire une carrière en droit des affaires. Elle est arrivée à l'étude, en fait, parce que son père était un entrepreneur, un de nos clients, et il nous avait dit, elle était en 2e année de droit, puis elle se demandait est-ce que je choisis d'aller vers le barreau ou vers le notariat. Elle n'avait pas fait son choix encore. Donc, son père nous a dit, est-ce que vous accepteriez de... il avait dit ça à un de mes associés plus vieux avec qui il faisait des choses. Il avait dit, est-ce que tu accepterais de l'accueillir quelques heures pour qu'elle ait une meilleure idée de qu'est-ce que c'est un bureau de notaire? Donc, elle a fait ça. Mon associé m'a dit, tu sais, Michel, peut-être que ça devrait être toi qui la prend sous ton aile parce qu'il dit, ben, tu sais, moi, je suis un gars, puis j'ai 50 ans, puis elle a 25 ans, ça va me trouver plate, tu sais, fait que si on est pour la convaincre de devenir notaire, aussi bien que ce soit toi qui s'en occupe. Donc, j'ai pris Isabelle cette journée-là, je l'ai fait parler, puis elle avait un grand intérêt pour le droit des affaires, mais moi, je trouvais ça intéressant, je trouvais que ça pourrait me faire une associée éventuellement intéressante. Puis en fait, puis Isabelle, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle avait fait un bac en administration en plus avant d'arriver en droit. Donc, elle avait un beau background pour ça. Et elle a commencé sa pratique dans notre équipe de droit des affaires. Puis, on a réalisé ensemble qu'elle, dans sa personnalité, elle avait la capacité académique de faire du droit des affaires, mais dans sa personnalité, c'est une personne qui est très empathique et qui aime aider les gens. Donc, je veux dire, la froideur des gens d'affaires, les gens d'affaires ne sont pas tous froids, mais ils sont très business. Elle, ça ne comblait pas ses besoins de base au quotidien. Donc, c'est pas ça qui lui convenait. Alors, après 2 ans, quand le poste de notre équipe de droit des successions s'est ouvert, on a eu une discussion franche et elle a décidé d'aller vers le poste en droit des successions. Alors, tout ça pour vous dire que là, vous êtes à l'université, vous réfléchissez au droit des affaires, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas, mais le message que je veux vous envoyer, c'est donnez-vous la chance d'explorer et donnez-vous la chance d'explorer, pas nécessairement basé sur la matière académique que vous entendez dans vos cours, parce que parfois sur le terrain, c'est un contexte complètement différent, puis vous pourriez vous trouver des affinités avec un domaine de droit que vous ne soupçonnez pas, juste parce qu'il y a des opportunités qui se présentent. Donc, ça c'est pour la petite histoire là, de qu'est-ce qui m'a mené au droit des affaires. C'était une coïncidence. Puis, si je n'avais pas aimé cette pratique-là, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu orienter mon travail de notaire dans autre chose, ou rester professeur aussi parce que j'étais chargée de cours, puis ensuite professeur, j'aurais pu rester professeur, mais pour moi, c'était le contact avec les clients. Quand j'ai pris la décision en 2003 de laisser mon poste de professeur pour revenir à temps plein en pratique privée, c'était essentiellement le contact avec les clients qui me manquait. Je trouvais, moi, personnellement, au quotidien, je trouve que c'est très valorisant d'agir avec des gens d'affaires parce que c'est des gens qui sont toujours pleins de projets. Alors, je ne peux pas compter le nombre de clients qui m'ont dit « OK, là, j'ai besoin d'une compagnie pour tel projet. Puis là, Michel, je te jure, c'est ma dernière compagnie. J'en ai trop parce que mon organigramme est trop complexe. J'ai déjà 12 compagnies dans mon organigramme. Puis c'est la dernière. Et puis à chaque fois, je leur dis, je te crois pas.
Puis un de ceux qui m'a dit ça, entre autres, on est en train d'en incorporer 2 nouvelles cette semaine, puis quand je vais avoir fini l'organigramme, on est rendu probablement à 23 compagnies. Donc, ce qui est intéressant en droit des affaires, c'est que les gens ont des projets, puis ils n'ont pas toujours des projets en incorporant des nouvelles compagnies, mais au sein de leur entreprise, bien, ils ont des nouveaux projets, ils ouvrent des nouvelles succursales, ils grossissent, ils élargissent leur champ d'activité. Et il y a de nos clients qui ont une entreprise plus petite et qui reste petite. C'est un choix qu'ils font, puis on les voit une fois par année pour leur suivi annuel, puis ils n'ont pas d'autres besoins, mais sur un lot de clients, bien, il y en a certains qui ont une plus petite entreprise, puis il y en a d'autres qui sont toujours en mouvement. Alors, faut être capable de les suivre, ces gens-là. Faut être capable d'embarquer dans leur projet. Il y a un de mes clients qui, il y a plusieurs années, qui m'a fait un compliment que j'ai écrit quelque part. Il m'a dit, tu sais, la différence entre toi et d'autres professionnels avec qui j'ai fait affaire avant, c'est que toi, tu ne fais pas un dossier, tu vis ton dossier. Le client, il avait senti que quand il me parlait de son projet, j'étais aussi excitée que lui, ou presque, de son projet, puis j'embarquais dans son affaire. Puis ma philosophie, moi, quand je commence avec un client, un nouveau projet, c'est de lui parler puis de dire, tu me demandes de t'incorporer une compagnie. Oui, ça, c'est mécanique, je vais le faire. Tu sais, mon assistante va s'occuper de la partie mécanique, mais je veux que tu me dises au départ, c'est quoi ton projet? Pourquoi tu fais ce projet-là? Ça s'inscrit où dans l'ensemble de tes activités? Si tu vas avoir des partenaires, pourquoi tu as des partenaires? Pourquoi tu n'as pas de partenaires dans A, B, C, D, puis dans E, tu as des partenaires? Qu'est-ce que ces partenaires-là vont t'amener? Donc, cette pratique-là m'a amené à être capable de dire à des clients, ben, je pense que tu es sûr que tu veux faire ça, tu es sûr que tu as besoin de partenaires, tu es sûr que ton partenaire, ça ne devrait pas tout simplement être un employé ou un consultant à qui tu donnes une paie basée sur les bénéfices, mais peut-être que tu ne veux pas l'avoir comme actionnaire. Et peut-être que oui. Donc, c'est le genre de relation qu'on finit par développer avec les clients. Alors, tout ça pour dire que c'est une question de personnalité, de fit avec le type de clientèle, puis ça peut fonctionner, puis ça peut ne pas fonctionner, et tout ça, c'est correct. D'ailleurs, dans notre équipe, je vous disais tout à l'heure, on a des profils différents. Je vous ai parlé des profils de ceux qui sont en développement d'affaires, mais on a aussi 4 notaires qui sont dans notre équipe, qui ne sont pas dans un profil de développement d'affaires. On a un notaire qui est avec nous depuis 11 ans, Christophe Larocque, qui, lui, est notre rédacteur. Donc, tout ce qu'il fait, c'est de la rédaction, nous on appelle ça de la rédaction spécialisée là, parce qu'il ne fait pas des actes de vente immobiliers pour les équipes de droit immobilier. Alors, ce que Christophe va faire, c'est qu'on va lui donner des instructions, il va rédiger nos conventions d'actionnaires, il va rédiger nos contrats particuliers, il va faire nos fiducies, nos testaments un petit peu plus compliqués. Alors, lui, sa spécialité, donc, il pratique en droit des affaires, mais il rencontre très rarement des clients. Et sa personnalité, c'est de développer le meilleur document possible. Alors, on établit, et ça, je pense que c'est aussi une force comme notaire qu'on a d'organisation. On établit un mode de fonctionnement parce que nos équipes de droit immobilier résidentiel travaillent au volume. Alors, ils font près de 5000 transactions immobilières résidentielles par année, ce qui fait que notre logiciel de gestion de bureau est structuré de manière à faire plusieurs choses de façon automatisée. Alors, une des choses qu'on s'est appliqué à faire dans notre équipe de droit des affaires au fil des années, c'est d'utiliser cette machine-là ou ces critères-là pour standardiser une certaine pratique. Donc, par exemple, quand on fait une convention d'actionnaire, il y a une grande partie de la convention d'actionnaire qui va être très similaire d'un client à l'autre. Et Christophe, qui a un profil de rédacteur, va être celui qui va compléter les bouts qui ne sont pas, qui sont moins standards ou où est-ce qu'on va avoir fait des choix de clauses. Alors, on a le profil de Christophe qui, lui, a consacré sa pratique à ça, a consacré sa pratique à creuser comment on peut avoir le meilleur bail commercial, comment on peut avoir la meilleure offre de location qui est liée à notre modèle de bail commercial. Donc, quand on remplit notre offre de location, une fois que j'ai une offre de location signée, je le transfère à Christophe qui, lui, est capable de
produire le document en très peu de temps puis en très peu d'interactions parce qu'on a fait en sorte que notre documentation concorde autant au niveau de l'offre de bail ou de l'offre d'achat qu'au niveau de la vente qui va suivre. Alors, Christophe a ce profil-là. On a aussi un profil, on a 2 notaires qui rencontrent parfois des clients. Ils sont comme notre deuxième cerveau, nos bras droits. Alors, leur responsabilité, eux, c'est pas de développer une clientèle. Ils ont une personnalité qui fait qu'ils sont très à l'aise de rencontrer des clients, mais ils sont moins à l'aise d'aller chercher des nouveaux clients. Et ça, on a besoin de ce profil-là parce que ça nous permet de leur confier des dossiers selon leur expertise. Alors, on a une notaire qui était avec nous pendant 15 ans, qui malheureusement a déménagé dans sa région d'origine l'automne dernier, mais qui s'était spécialisée au fil des années au niveau de nos documents corporatifs, réorganisation corporative. Donc, quand on recevait un mémo fiscal préparé par un fiscaliste, nos collaboratrices qui sont formées préparaient la documentation et Geneviève Dubreuil, qui était celle qui faisait ça, bien, elle révisait l'ensemble du dossier, qui fait que pour certains dossiers, moi, comme associée, je les voyais, je faisais la dernière vérification juste avant de voir le client. Je n'avais pas besoin de voir toutes les étapes du déroulement du dossier. Alors, on a des notaires qui font ça pour nous. Puis à l'occasion, ben, quand j'ai un conflit d'horaire ou quand il y a trop de rendez-vous dans la même journée, ben ça nous permettait de leur demander de faire certains rendez-vous. Fait qu'il y a différentes choses qu'on peut faire. On en a 2 autres qui font la même chose en soutien, mais qui sont un petit peu plus au niveau des transactions. Alors, on en a au niveau corporatif, puis on en a au niveau des transactions, qui fait que ça nous permet de servir nos clients de façon efficace quand ils en ont besoin. Oui, Abby, vous avez une question? Oui. Avec la pandémie, est-ce que votre profession, selon vous, a changé avec, je ne sais pas, le travail à distance ou le fait que les clients peut-être ne peuvent pas venir à votre bureau, etc.? Vous élaborer? Oui, en fait, oui, ça a changé. Et ce qu'on a réalisé, nous, premièrement, on a réalisé qu'on était capable de faire plus de choses à distance que ce qu'on pensait parce qu'on ne se posait pas de questions, on n'avait pas besoin de se poser la question. Et particulièrement en droit des affaires parce que les gens d'affaires ont réalisé qu'ils sauvaient beaucoup de temps de ne pas avoir à se déplacer pour venir voir leur notaire. Tu sais, même quand on a juste à discuter de choses, on n'avait pas le réflexe de le faire au téléphone parce que souvent on a besoin du contact visuel, mais des outils comme Zoom, à cette époque-ci, l'an dernier, on ne savait pas que ça existait ou à peine. Ce n'est pas des outils qu'on utilisait. Et là, les gens d'affaires, ils trouvent ça vraiment fantastique. On a un client, entre autres, qui a décidé, lui, pendant la pandémie, que il voulait pas passer l'hiver au Canada malgré les mesures XY, donc il est parti sous des cieux un peu moins froids, où il a passé, je pense qu'il est encore là d'ailleurs, il a passé 4 ou 5 mois, puis quand il va revenir, il va être en quarantaine, mais pour lui, ça ne change rien parce qu'on fait maintenant tout ou presque par Zoom. Et comme en droit des affaires, on n'a pas d'acte notarié obligatoire, ben, on est en train de développer des manières de signer à distance quand il n'y a pas d'acte notarié. Alors, c'est sûr que quand on crée une fiducie, ça doit être créé par un acte notarié. Là, il faut utiliser, soit que les gens se déplacent encore, ou soit il faut utiliser la signature électronique là, qui est maintenant permis. Donc, ça, au niveau du notariat, c'est quelque chose qui est une grande avancée parce que la signature électronique pour les notaires, on en entendait parler depuis 10 ans régulièrement, mais à mon avis, ça aurait pris un autre 10 ans avant qu'on puisse le faire parce que, bon, il faut avoir la meilleure solution dans le meilleur des mondes. Alors que là, avec une pandémie, ben il faut agir, il faut une solution. On ne peut pas arrêter les transactions immobilières pour pas créer une crise du logement. Alors, pour des besoins
résidentiel, il y a des outils qui ont été développés, puis on réalise qu'en droit des affaires, ben ça nous est très utile parce que je donnais l'exemple de l'acte de fiducie qui doit être notarié. Un des enjeux qu'on avait au niveau des actes de fiducie, c'est que je ne sais pas qui d'entre vous a fait déjà ou pas le cours de droit des fiducies, mais lorsqu'on crée une fiducie, on a besoin de fiduciaires, qui sont les gestionnaires de la fiducie, et il y a une règle au Code civil qui dit que on doit avoir au moins un fiduciaire qui n'est pas bénéficiaire. Et souvent, quand on posait cette question-là aux clients, la réponse était, ben, est-ce que cette personne-là doit se déplacer à Gatineau pour signer l'acte? La réponse est oui. Donc, tant qu'on n'avait pas la capacité de signer de façon électronique, lorsqu'on devait envoyer un acte de fiducie pour signature par un cofiduciaire ou un donateur à l'extérieur de la région, on avait à organiser le timing. Et souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler dans la mise en place de ces structures-là. Alors, le fait qu'on avait à planifier l'envoi à un autre notaire qui allait recevoir la signature dans une autre région, faisant en sorte que parfois les clients changeaient de cofiduciaire, ils nommaient quelqu'un qui était moins approprié et pour des raisons de temps et d'organisation. Alors que maintenant, avec les outils qu'on a, ben, on peut signer un acte de fiducie à distance. Alors, les gens peuvent choisir qui ils veulent parce que avec les moyens technologiques qu'on a présentement dû à la pandémie, bien, ça a amélioré notre qualité de vie énormément en droit des affaires. Alors là, présentement, on est en train d'étudier comment on va élargir ça à la signature des résolutions annuelles parce que les clients, ça les embête d'avoir à venir nous voir une fois par année juste pour signer des résolutions annuelles qui, pour eux autres, c'est de la paperasse puis ils ne veulent pas en entendre parler. C'est pour ça qu'ils nous confient le mandat. Donc, on est en train de développer de quelle manière on va pouvoir leur faire signer ça à distance. Fait que oui, ben, comme dans toute entreprise, dans le fond, notre étude, c'est une entreprise. Puis à partir du moment où on voit notre étude comme une entreprise, ben, comme toutes les autres entreprises, il y a des ajustements. Donc, il y a eu du mauvais et il y a eu du bon. Puis ben, nous, on choisit de tabler sur les choses positives que ça nous a amené à faire. J'avais pris des petits notes. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est la question développement en droit des affaires. Est-ce qu'on a la crédibilité quand on est jeune? Est-ce que ça prend un certain nombre d'années avant d'avoir de la crédibilité? J'ai eu des échanges il y a quelques semaines avec l'association des étudiantes, des femmes étudiantes en droit. Est-ce que ça fait une différence d'être une femme ou un homme en droit des affaires? Alors ça, cette question-là, elle s'applique qu'on soit notaire ou qu'on soit avocat. De là, ma déclaration du départ qu'on a la même pratique et les mêmes réflexions. Donc, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que qu'on soit jeune ou qu'on soit un petit peu plus vieux, il y a des opportunités d'affaires de toute façon. Parce que oui, quand vous allez sortir de l'école, il y a un certain temps d'adaptation, vous devez acquérir de l'expérience, mais notre métier reste un métier de relations humaines. Et donc, vous allez connecter avec des gens qui vont avoir à peu près votre âge et qui donc vont être en développement. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour des jeunes juristes en droit des affaires, peu importe la région et peu importe que ce soit notaire ou avocat? La réponse à ça, c'est oui, absolument, parce que moi, j'ai 49 ans. Donc, un jeune entrepreneur de 29-30 ans, il y en a qui font affaire avec moi parce que ils ont eu des références, puis ils veulent être conseillés par quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, mais au niveau de la relation, ils vont moins cliquer avec moi qu'ils vont cliquer avec mon associé Chloé qui a 32 ans. Alors, il y a toute une question de s'assurer d'avoir le bon professionnel pour la bonne personne. Nous, on a beaucoup misé là-dessus dans notre organisation, autant en droit des affaires que dans d'autres départements, pour s'assurer qu'on ait comme une variété, autant de personnalités que d'âge, pour être capable d'aller rencontrer les besoins de nos clients. C'est la même chose, c'est la même réflexion qu'on fait au niveau homme-femme. On essaie de garder une parité autant que possible parce qu'il y a des clients
Moi, ça m'est arrivé malheureusement, heureusement pas si souvent que ça, mais il y a des clients qui m'avaient été référés, par exemple, par des fiscalistes qui ont refusé de faire affaire avec moi parce que j'étais une femme. Là, c'est plus il y a 20 ans, on s'entend, pas beaucoup dans les dernières années, mais est-ce que ça s'est arrivé? Oui, c'est arrivé. En même temps, il y a des clients qui ont décidé de faire affaire avec moi parce que j'étais une femme, parce que ça complétait ce qu'ils avaient besoin et puis ça complétait ce qui était leur stéréotype de qu'est-ce qui était les qualités d'une femme. Une fois ça dit, ça nous amène à, quand on est dans le contact avec le client, ça nous amène à avoir une relation différente. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un client qui m'a dit, je te dis des choses que j'ai même pas dit à ma conjointe, mais ce même type de client-là, s'il était assis devant mon associé John, qui est un homme, il n'aurait pas dit la même chose. Parce que, tu sais, fait que à un moment, moi, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer ça. Puis, on est en pratique, on est une entreprise, alors on essaye de l'exploiter autant qu'on peut, dans le sens où on essaye de s'assurer que la personnalité des gens matche avec ça. Donc, on s'assure que notre équipe a une certaine parité, hommes-femmes, jeunes, vieux, pour être capable de répondre aux besoins de l'ensemble des clients. Alors ça, c'est quelque chose que quand j'étais à l'université, j'aurais entendu ça, puis j'aurais trouvé ça épouvantable d'entendre ça, personnellement. Puis, une fois sur le terrain, j'ai réalisé que c'est une réalité, donc il faut composer avec cette réalité-là, pas l'accepter, mais en tirer profit, puis aller chercher là où on est le mieux placé pour pouvoir agir. Une autre chose que je voulais amener, c'est la question de l'organisation de l'horaire. Parce que dans la pratique en droit des affaires, il y a aussi un mythe que c'est si on va pratiquer en droit des affaires, on n'aura pas de vie, on va travailler le jour et la nuit parce que les entreprises, quand ils font une transaction, il faut livrer maintenant. Puis encore une fois, ça vient beaucoup de ce qu'on a vu à la télé, là, des cabinets d'avocats, là, où est-ce qu'il y a une grosse transaction, puis là, il faut faire des recherches jusqu'aux petites heures du matin. C'est pas notre réalité. C'est pas notre réalité de pratique en droit des affaires. Quand on s'adresse aux PME, les PME sont relativement prévisibles. C'est extrêmement rare qu'il y ait des urgences. Puis, il y a des choses qu'on peut faire. Tu sais, quand il y a une date de prise d'effet d'une transaction, il y a des choses qu'on peut faire avant cette prise d'effet-là, puis il y a des choses qu'on peut faire après. Alors, dans l'organisation du travail, c'est relativement simple d'organiser une vie de famille et tout ça. Nous, on travaille en moyenne 45-50 heures par semaine, rarement plus que 50 heures, rarement moins que 45, mais quand même, ça fait une vie quand même organisée. Pas tant le soir, pas tant les fins de semaine, parce que comme nos clients sont organisés ou ont des besoins qui sont organisables, si je peux dire ça comme ça, ça fait qu'on n'est pas dans l'urgence toujours avec eux. Il y a une question de Sonia Agoulou. Je vous écoute. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste revenir sur le point que vous avez fait un peu plus tôt en ce qui concerne la divergence un peu d'opinion entre les groupes d'âge et même entre les genres. Quel serait un conseil que vous donneriez aux jeunes étudiants comme nous qui sont intéressés, par exemple, à faire carrière dans ce domaine en ce qui concerne les relations et tout ça? En fait, soyez ouverts d'esprit. Les clients vont sentir... rapidement quel genre de... Je ne veux pas dire quel genre de personne parce que je ne veux pas stéréotyper, je déteste les stéréotypes, mais les clients vont sentir si vous êtes d'un type un petit peu plus à l'écoute ou un type un petit peu plus en action. Et ça, que vous soyez jeune, vieux, homme, femme. Donc, restez vous-même. Ça, c'est, je pense, le premier conseil que je peux vous donner. Restez vous-même. Puis, en droit des affaires, je vous dirais, faites-vous confiance parce que le plus grand obstacle que vous allez avoir et que qu'on a tous quand on commence, c'est qu'on n'est jamais sûr, on est très insécure dans nos gestes, on ne veut pas se tromper. Et les gens d'affaires, la pire chose pour eux,
c'est de sentir que leur conseiller juridique est insécure. Alors, si on ne sait pas la réponse, il faut avoir la transparence de dire, tu sais quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui est la réponse à ta question, mais je vais aller trouver la réponse, je vais te revenir avec une réponse, que d'essayer de dire n'importe quoi parce que le client va sentir cette insécurité-là. Les gens d'affaires sont des gens avec beaucoup d'instinct habituellement, beaucoup de pif, qui sentent beaucoup leur vis-à-vis. Alors, ils vont sentir votre insécurité. Alors, il faut vraiment travailler sur le sentiment de confiance. Il faut vraiment travailler sur le sentiment que c'est correct de ne pas tout savoir. Si un client fait affaire avec un notaire ou un avocat qui a 3 ans d'expérience, il ne s'attendra pas à ce que ce professionnel-là ait 50 ans d'expérience. Il va savoir à qui il s'adresse. Donc, faites-vous confiance, mais soyez transparent avec vos clients quand vous ne connaissez pas la réponse. Et là, c'est une question de valeur personnelle, mais travailler en équipe aussi. Moi, je pense que de commencer une pratique spécialisée, particulièrement en droit des affaires, tout seul, on ne peut pas tout savoir dans la vie. Donc, si on commence tout seul, moi, j'ai beaucoup souffert de ça quand je suis arrivée au bureau et que j'étais la seule en droit des affaires. J'ai eu des moments où je trouvais pas ça drôle du tout parce que j'avais personne avec qui discuter. J'avais certains de mes associés qui avaient un bon pif d'affaires, donc avec qui je pouvais discuter de stratégie d'affaires, mais au niveau du contenu, j'avais pas de mentor. Alors là où moi je suis allée le chercher, c'est dans notre réseau qui s'appelait dans ce temps-là Service corporatif PME. Alors j'ai eu des mentors qui étaient dans d'autres bureaux de notaires, donc entre autres un notaire qui était à Montmagny, qui était mon mentor quand j'avais besoin d'un modèle de document ou de quelque chose que j'avais jamais fait. Je pouvais toujours l'appeler, il m'expliquait ce qu'il avait fait, puis il m'envoyait ses documents. Alors l'autre conseil, c'est sachez vous entourer, puis ayez pas peur de poser des questions. Une question de Valerio Arcobelli. Oui, merci. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que les notaires ont des heures facturables comme les avocats? C'est une bonne question. La réponse à ça, c'est oui et non. En fait, ça dépend de quelle manière on choisit d'aborder avec les clients. Donc, par exemple, chez nous, les notaires qui ne sont pas associés, on ne leur demande pas de facturer un certain nombre d'heures par année. On les évalue sur différents critères de performance, dans le sens où ce ne sont pas des critères ni de facturation, ni de nombre d'heures qu'ils doivent nous donner, mais plus de résultats. Si l'équipe au complet, à la fin de l'année, fait bien, puis quand on leur demande de livrer quelque chose ou quand on leur demande de nous aider dans un dossier, ils sont là puis ils font du bon travail, le nombre d'heures qu'ils ont passé à le faire, ça nous importe peu. Alors, c'est là où je m'en allais dans la qualité de vie, c'est que nous, on ne va pas demander à quelqu'un d'être ici juste pour être ici. Je vais y aller sur le résultat. Alors, si je demande à quelqu'un, un membre de mon équipe, de me livrer un projet de convention d'actionnaire, disons, pour telle date, je m'attends à ce qu'il soit livré à telle date. Donc, s'il le livre à cette date-là, qu'il l'ait fait, peu importe quand est-ce qu'il l'aura fait, je m'attends à ce que ce professionnel-là sache gérer son temps. Et je m'attends à ce que, puisqu'on est plusieurs à utiliser les services des mêmes professionnels dans notre équipe, je m'attends à ce que si je lui ai donné un échéancier qui n'a pas de sens, qu'ils me disent tu m'as demandé tel document pour telle date, puis j'ai tel autre de tes associés qui m'ont demandé des choses. Est-ce que vous pouvez m'aider à prioriser? Alors après ça, c'est à nous, comme associés, de s'asseoir ensemble puis d'établir lequel de nos urgences est plus urgente que celle de l'autre. Et ça se fait quand même très bien. Donc, c'est pas tant en termes d'heures facturables que de philosophie globale ou d'attitude globale. Une fois ça dit, pour devenir associé chez nous, on a mis des critères
quantitatifs et des critères qualitatifs. Alors, les premiers critères sont les critères qualitatifs. On veut des gens qui travaillent en équipe, on veut des gens qui ont le souci de la qualité parce que c'est sur ça qu'on a basé notre pratique en droit des affaires, c'est la qualité du travail qu'on rend aux clients. Donc, si on a quelqu'un qui se joint à notre équipe qui se soucie très peu des échéances et qui se soucie très peu de la qualité du travail, ben ça ne marchera pas. Mais en même temps, quelqu'un qui voudrait devenir associé doit avoir une capacité minimale à faire un développement d'affaires. Puis on a établi certains critères de base qui évoluent au fil des années sur la facturation minimale qui doit être faite avant qu'on considère une candidature comme associé. Tout simplement parce que nous, présentement, on a fait le choix qu'un associé, c'est quelqu'un qui va chercher du travail à l'externe. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes, en fait, plusieurs notaires dans notre équipe et avocats. On a une avocate qui est à notre emploi en droit des affaires qui ne souhaite pas devenir associée et ça nous convient parfaitement. Et donc, à partir de là, on leur confie différentes tâches puis ils ont un horaire prévisible, organisé. Donc, dans le fond, ça a un lien avec ce que j'étais en train de vous dire au niveau de l'horaire. Alors, oui, il y a des urgences. Oui, il y a des fois où il faut travailler un petit peu plus tard, le soir ou un petit peu la fin de semaine parce qu'il faut livrer quelque chose pour un client, mais de manière générale, on a des vies de famille équilibrées, puis on a une capacité à organiser notre temps. L'avantage de travailler en droit des affaires, puis là, je pense que ça vaut autant pour les notaires que pour les avocats, c'est qu'à partir du moment où on est transparent avec notre client, puis à partir du moment où le client est fidèle, tu sais, puis il fait affaire avec nous pour notre compétence, pour nos conseils, bien, on est capable de la même façon que je vous disais tantôt, il faut savoir dire à un client, je ne sais pas c'est quoi la réponse à ta question, je vais aller trouver la réponse. Bien, il faut être capable de lui dire, l'échéancier que tu me donnes, malheureusement, je ne suis pas capable, mais je te propose, voici ce que je te propose. Alors, lorsqu'on est proactif, transparent avec le client va apprécier qu'on lui ait dit ça parce que ça va nous permettre de continuer de livrer du travail de qualité. Alors, si je dis oui à toutes les échéances qui n'ont pas nécessairement de sens, bien, à un moment donné, il y a quelque chose que je vais échapper, puis mon client, bien, il veut plus de qualité que de rapidité dans la plupart des cas. Alors, il faut être transparent avec le client, puis donc, ça nous permet d'organiser notre vie en conséquence de ça. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie juste de voir mes petites notes. Je m'étais mis un paquet de notes de choses que je voulais vous dire. Mais si entre-temps, vous avez des clients. Ah, il y a une chose que je voulais vous dire. Au niveau du milieu de travail, au niveau de l'organisation du travail, en droit des affaires, tu sais, quand on parle des cabinets montréalais versus les cabinets régionaux, puis là, je pense que je peux parler pour l'ensemble des régions. Un des avantages qu'on a, un avantage, non pas un désavantage, donc un avantage qu'on a en région, c'est que dans l'organisation physique de notre travail, on n'a pas de temps qu'on a besoin à consacrer au déplacement. Alors, si j'avais une pratique en droit des affaires au centre-ville de Montréal, j'aurais à considérer où est-ce que j'habite, est-ce que j'habite en banlieue, est-ce que j'ai du temps de déplacement, combien d'heures de déplacement. J'ai des collègues avec qui je suis allée à l'université qui habitent à Laval, qui travaillent au centre-ville de Montréal et eux, ça leur convient très bien parce que leur temps personnel, tu sais, quand ils sont dans le train le matin, le soir, ils consacrent ce temps-là à lire, à faire des choses comme ça. Moi, ça m'aurait pas convenu. Alors moi, j'habite à 8 minutes de mon travail. Pendant la pandémie, j'ai passé des journées à travailler à la maison ou à venir au bureau. Je peux aller dîner à la maison le midi si je veux, si je n'ai pas de lunch d'affaires. Évidemment, en pandémie, on n'a plus de lunch d'affaires, mais dans mon organisation quotidienne, ça, pour moi, c'est une grande part, un grand avantage parce que moi, ça me convient comme ça.
Oui, une question, Maria Camilla. Bonjour. Tantôt, vous avez dit qu'il y avait une avocate qui travaillait aussi au sein de votre équipe en droit des affaires. Ça marche comment? Comme vous avez dit, vous, ça a été difficile pour vous parce que vous n'aviez pas de mentor quand vous avez commencé. Mais elle, qui est avocate, donc qui n'est pas le même professionnel que vous, est-ce que c'est un peu comme ça aussi qu'elle voit? Ou... Non, parce qu'en fait, elle fait ce que nous, on fait. Donc, la seule chose qui est différente, c'est le titre professionnel, mais le travail qu'elle fait au quotidien, c'est exactement le même travail que moi je fais. Donc, la seule chose qu'elle ne peut pas faire dans notre organisation, c'est, par exemple, recevoir des clients pour un acte de fiducie, parce que ça doit être un acte notarié, ou dans une transaction commerciale, si on a à mettre une hypothèque sur un immeuble, ben, elle ne pourra pas recevoir le client pour l'hypothèque, mais pour le reste, elle va faire exactement le même travail que nous, parce que notre travail, comme le travail d'avocat, c'est exactement la même pratique. Alors, il n'y a pas une pratique différente. Puis dans son cas, elle a fait autre chose avant. Elle a choisi, ça ne lui convenait pas de plaider. Donc, pendant son stage, puis dans les quelques mois après son stage, elle a été dans une organisation où elle était appelée à aller au tribunal. Et elle a réalisé que ça ne lui convenait pas du tout d'aller au tribunal. Elle trouvait ça trop stressant. Alors, la pratique qu'elle va faire chez nous, qu'elle est en train de développer chez nous, ben, c'est une pratique, qu'elle soit notaire ou avocate, son titre importe peu. Elle a besoin d'un titre professionnel là, pour des questions d'assurance responsabilité et tout ça. Mais si je vais une coche plus loin, on a aussi des gens dans notre organisation qui ont fait leur bac en droit puis qui n'ont pas fait leur titre professionnel, ni notaire, ni avocat, puis qui font toutes sortes de choses dans notre organisation. Donc, l'impact que ça a pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas rencontrer de clients, question de responsabilité, mais si dans leur organisation, ils ne souhaitent pas rencontrer de clients, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça, je parlais d'horaire, je parlais d'organisation, je parlais de qualité de vie. Alors, ce qui est important, le conseil que je pourrais vous donner à ce niveau-là, c'est posez-vous des questions sur votre intérêt pour le droit des affaires, premièrement. Ensuite, question de notariat versus avocat, notaire versus avocat. Posez-vous des questions par rapport à votre volonté ou pas de plaider et par rapport aussi à la philosophie litige versus entente. Là. Puis là, je ne veux pas généraliser parce qu'il y a des avocats que je connais qui ne plaident pas, donc qui ont aussi la philosophie de l'entente, mais dans la formation comme notaire, ça prend une grande part. Alors, le choix entre notaire-avocat, au niveau de ça, si je parle strictement du droit des affaires, ben, ce qui nous distingue, c'est vraiment plus juste la question de l'approche, comment on approche une transaction au niveau de la philosophie. Puis ensuite, l'autre question qu'il faut vous poser, c'est dans quel genre de milieu de travail vous voulez évoluer. Est-ce que vous voulez travailler dans une plus petite entreprise, une plus grande entreprise? Est-ce que vous voulez travailler dans une ville un petit peu plus grande, un petit peu plus petite? C'est toutes des questions que vous avez à vous poser. Mais dans tous les cas, saisissez les opportunités quand elles se présentent, même si ces opportunités-là ne correspondent pas exactement au plan que vous aviez pu vous faire dans votre tête parce que vous pourriez être surpris une fois que l'opportunité est saisie, que finalement vous réalisez que vous aimez ça puis que ça vous convient. Le pire qui peut arriver, si vous saisissez une opportunité qui ne vous convient pas, c'est que vous dites, ben ça ne me convient pas, je vais faire autre chose. Vous avez la capacité que nous, on avait moins parce que quand j'ai commencé à travailler, comme je vous disais tout à l'heure, on était dans un contexte de récession économique. Vous allez arriver sur le marché du travail dans un contexte où l'économie, en droit des affaires, entre autres, là, est florissante, où les offres d'emploi, juste pour vous donner une idée, nous, on a une offre d'emploi qui est affichée pour un notaire ou un avocat en droit des affaires depuis le mois de janvier, puis on a fait une entrevue, puis on n'a pas réussi à engager la personne. Donc, vous avez la chance d'arriver là, sur le marché du travail dans les prochaines années, dépendamment d'où vous en êtes là, dans votre parcours, à un moment où il y a plusieurs opportunités d'emploi. Donc, saisissez les opportunités, puis si les opportunités ne vous conviennent pas, bien, changez de direction. N'hésitez pas à essayer des choses. Merci beaucoup.
Maître Lafontaine. Je Ça me pense fait que je plaisir. parle au nom de tous quand je dis que ça a été super intéressant puis enrichissant. Puis merci pour votre générosité dans votre temps, mais aussi dans votre ouverture sur les détails puis vos expériences et votre pratique. Ça a été un plaisir pour nous tous de partager l'heure du dîner ensemble. Puis là, je pense que ça va être parfait. Ça va donner un petit 10 minutes pour tout le monde de manger une petite bouchée avant leur cours. Avant les cours, ben c'est parfait. Alors, puis n'hésitez pas s'il y en a qui ont des questions. Vous avez, je pense, mes coordonnées. Ça me fera plaisir de répondre individuellement.